Bonjour à toutes et à tous. C'est devenu une habitude. Chaque année, France Asso Santé organise une manifestation pour la Journée européenne des droits en santé. Cette année, le thème choisi rencontre un franc succès car le nombre de participants à ce webinaire dépasse nos espérances et c'est certainement le webinaire qui a généré le plus d'inscrits depuis l'organisation de ce type de format par la délégation. Merci donc de votre présence et de votre participation active. Pour ce webinaire Fin de vie, ce qu'il faut en savoir, auquel ont activement contribué les associations membres de notre réseau, dont l'association Soins Palliatifs, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'association Jusqu'à la mort accompagner la vie et l'association des familles catholiques, mais également l'espace de réflexion éthique d'Occitanie. Et je remercie tous vivement, mais aussi Fanny qui a managé tout ce monde pour amener le groupe à écrire un programme riche et consensuel. Nous avons voulu être dans l'actualité. Pour autant, nous nous sommes tous attachés à ce que nos échanges d'aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans un débat où chacun chercherait à imposer sa perception. Vous êtes représentants des usagers, vous devez parler au nom de tous, mais vous avez le droit d'avoir des positions différentes sur ce que dit aujourd'hui la loi, et c'est au sein de votre association que vous pouvez l'exprimer et faire partager vos idées. Nous sommes conscients qu'au sein de notre réseau, les positions d'une association ou d'une autre peuvent être divergentes. C'est pourquoi notre union ne porte pas une position commune interassociative sur la fin de vie. En revanche, France Asso Santé ne peut et ne pouvait pas rester absente du débat qui traverse notre société. L'intitulé de ce webinaire est, je vous le rappelle, Fin de vie, ce qu'il faut en savoir. Vous l'avez compris, il est avant tout pédagogique et nous espérons qu'il vous permettra de vous exprimer en connaissance de cause sur ce sujet dans le cadre de vos représentations respectives. Je remercie à nouveau toutes les associations de notre réseau ou proches de notre réseau qui vont intervenir pour vous éclairer en expliquant ce que dit la loi, en définissant les termes contenus dans la loi et dans les lois d'autres pays européens, dans le but de donner à tous les éléments éclairants et factuels permettant à chacun de se saisir de ce sujet. Nous terminerons avec l'actualité nationale, les conclusions de la Convention citoyenne, mais aussi l'actualité régionale, avec les rencontres citoyennes qui ont eu lieu dans tous les départements de notre région, rencontres organisées par l'espace de réflexion éthique et en lien avec l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Je remercie également à nouveau l'AIRE Occitanie et particulièrement le professeur Jacques Lagarrigue pour cette contribution éthique indispensable à la qualité de nos échanges aujourd'hui. La préparation de ce webinaire a été dynamique avec de nombreux échanges par mail ou lors de réunions de construction du programme. La richesse de ce travail collectif en mode participatif est le symbole du fonctionnement de France Asso Santé Occitanie, d'une union qui souhaite toujours impliquer le maximum de personnes et d'associations différentes afin de respecter et de rendre compte de la parole de tous. Bon webinaire et surtout n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions auxquelles nos intervenants répondront en fin de présentation. Je passe la parole, je crois, à Fanny. Oui, merci André. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cet événement. Je vais pour ma part vous présenter quelques consignes et points de vigilance pour le bon déroulé de ce webinaire. Pour commencer, il s'agit d'un événement qui est filmé et enregistré et dont le replay vous sera proposé sur notre page régionale et sur nos réseaux. Et vous-même, en tant que participant, vous recevrez à la fin de ce webinaire un lien pour pouvoir le revoir. Sera aussi disponible sur notre site la présentation qui sera diffusée tout au long du webinaire, mais ainsi qu'une carte des ressources vous permettant de retrouver les informations importantes dont nous aurons parlé durant l'événement. En bas de votre écran, vous avez entre autres un onglet questions et un onglet chat. Et donc, je vous remercie de privilégier la partie questions pour poser vos questions, dont nos intervenants tenteront de répondre à la fin de la partie dédiée. Mais... Gros écho. Merci. Et de privilégier par contre la partie chat pour pouvoir mettre vos interactions avec la salle ou bien des réactions par rapport à tout ce qui a été dit.
Enfin, il est possible, à un moment, que vous voyez qu'il y a un décalage entre la diapositive projetée et ce qui est dit. Et dans ces cas-là, pas de panique, c'est juste un petit problème technique. Et des fois, il arrive encore, et heureusement, que la technique soit un peu plus lente et moins rapide que l'homme. Pour finir, je me permets d'insister là-dessus, sur le fait qu'au regard du sujet qui nous rassemble ce jour, nous vous demandons bien entendu de bien vouloir respecter la parole et les avis de chacun dans vos différentes interactions et écrits sur les questions ou sur le chat. Je remercie à mon tour également tous les intervenants pour leur participation et leur riche contribution pour cet événement. Et je les remercie d'autant plus par avance de ne pas trop dépasser en temps durant leurs interventions. Nous vous souhaitons un excellent webinaire et je passe d'ores et déjà la parole à Eliane Schwartz et Henri-Pierre Cornu qui vont débuter le webinaire en nous éclairant sur ce que dit la loi et les lois de manière générale en démocratie en santé. À vous. Merci Fanny. Eliane Schwartz, accompagnante en soins palliatifs à Être là, ASP Ouest-Hérault et représentante des usagers au centre hospitalier de Béziers. Bonjour à tous. C'est dans la moitié du XXe siècle, dans le cadre d'une médecine triomphante, que les interrogations sur la fin de vie ont commencé à émerger, avec la notion d'acharnement thérapeutique, l'interrogation sur les limites de la médecine, la revendication sociétale d'un droit à gérer sa vie et sa mort, et le souhait d'être reconnu comme sujet et non comme objet de soins. 5 lois relatives aux droits des patients se sont succédées depuis 1995. La première loi, en 1995, a été la loi Neuwirth. Elle a créé le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. La deuxième loi, en 1999, la loi du 9 juin, introduit le droit d'accès pour tous aux soins palliatifs. Les apports de cette loi sont la définition des soins palliatifs, l'accès à ces soins et leur organisation, le droit pour le malade de s'opposer à une décision médicale, l'inscription du rôle des bénévoles d'accompagnement et le droit à un congé d'accompagnement de la personne en fin de vie. La troisième loi de mars 2002 sur le droit des malades, dite loi Kouchner. Elle a pour objectif de mieux répondre aux attentes des malades, de définir le rôle essentiel des professionnels de santé et d'améliorer le droit des malades. Elle aborde 2 notions très importantes. D'une part, le respect de l'autonomie de décision du malade et la notion de personne de confiance. Les apports de cette loi sont le droit à l'information, le droit d'accès direct au dossier médical, le droit au consentement éclairé, le droit au secret des informations, le droit à être soulagé de la douleur, elle complète la loi de 95 ici, et le droit à désigner une personne de confiance. La 4e loi d'avril 2005, dite loi Leonetti, elle va être un virage essentiel des dispositifs français sur la fin de vie. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne. Cette loi va inverser les devoirs du médecin envers le patient en fin de vie. Le médecin n'est plus obligé de maintenir la vie à tout prix, mais il doit soulager à tout prix. Elle incite à la mise en place d'une relation de soins qui s'inscrit dans la collégialité des décisions après discussion pluriprofessionnelle. Les apports de cette loi sont le droit du patient à l'abstention ou à l'arrêt des traitements, la mise en place d'une procédure collégiale pour les décisions de limitation ou d'arrêt de traitement, le droit de rédiger des directives anticipées, le droit à un accompagnement par les soins palliatifs en cas de limitation ou d'arrêt des traitements, et le droit à ce que la fin de vie soit accompagnée du moins de souffrance possible. Cette loi, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, proscrit l'obstination déraisonnable
et encadre les bonnes pratiques de limitation et d'arrêt de traitement. Enfin, la 5e loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, précise la loi de 2005. Elle améliore les droits des personnes en fin de vie de 2 façons, principalement. Tout d'abord par le caractère opposable des directives anticipées et par un droit d'accès, sous condition, à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Elle précise par ailleurs que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements. Les apports de cette loi sont le droit à ne pas subir d'acharnement thérapeutique, le droit à faire respecter ses volontés, enfin, le droit à être soulagé en fin de vie. La loi du 2 février 2016 permet de mieux répondre à la demande de mourir dans la dignité. D'une part, par une meilleure prise en charge de la souffrance, avec l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et en confortant la place de l'expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel. Les lois de 2005 et de 2016 ont augmenté le pouvoir des patients au travers des directives anticipées, de la personne de confiance, de la possibilité d'enclencher une procédure collégiale, notamment pour avoir accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je crois que je passe la parole à Henri-Pierre. Excusez-moi, Henri-Pierre, on ne vous entend pas, vous avez le micro coupé. Je n'entends personne. Oui, veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. On a du mal à rétablir les micros. J'en suis navrée. On essaye de réparer ça au plus vite. Henri-Pierre, je vous ai envoyé une proposition d'activer le micro. Ça ne fait rien non plus. Je suis vraiment navrée pour ça. Je vais pouvoir intervenir, pas? Non? Si, tu as raison, on vous entend. J'en vous dira quand ça sera. Oui, d'accord, on poursuit. Je me permets alors, Eliane, est-ce que vous voulez lire la diapositive de Henri-Pierre concernant l'obstination déraisonnable? D'accord, si elle s'affiche, oui. Elle est là. D'accord. Donc, l'interdiction de l'obstination déraisonnable qui a été stipulée dans la loi d'avril 2005 et de février 2016. Donc, c'est-à-dire les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris
conformément à la volonté du patient et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Merci Eliane. Je vous propose que l'on passe maintenant à la partie 2, partie définition des termes. Comme vous pouvez le voir, on va définir différentes notions comme les soins palliatifs, les directives anticipées. Voilà, tout ce que vous avez pu voir déjà dans le programme. Je vous propose qu'on avance. Alors, l'organisation de l'offre en soins palliatifs. Donc déjà, les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, que ce soit des adultes ou des enfants, et de leurs familles, confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur. Le droit à l'accès aux soins palliatifs est inscrit dans la loi. Et cette prise en charge est susceptible d'intervenir quel que soit le lieu de vie ou de soins. Elle s'organise dans l'environnement de la personne malade avec l'appui de professionnels et d'équipes de soins à domicile, aux soins des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Et enfin, cette offre de soins est graduée pour s'adapter aux besoins des personnes malades. Il existe différentes structures ou dispositifs hospitaliers qui sont en capacité d'accomplir une démarche palliative adaptée, en adéquation avec le niveau de complexité requis et en articulation avec l'ensemble des intervenants composant l'équipe interdisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il en existe de différentes sortes, et je vous renverrai après à la carte des ressources pour en voir vraiment l'intégralité. Ici, n'est répertorié que 4 sortes de dispositifs. L'établissement d'hospitalisation à domicile, dit HAD, les lits identifiés de soins palliatifs, dit LISP, l'unité de soins palliatifs, USP, et l'équipe mobile de soins palliatifs, EMSP. Alors, l'établissement d'hospitalisation à domicile, donc c'est une hospitalisation à temps complet au cours de laquelle les soins sont effectués au domicile de la personne, chez elle ou dans un établissement social ou médico-social. L'HAD donc, dispose de compétences nécessaires pour délivrer une prise en charge palliative à domicile. À défaut, elle s'appuie sur une équipe mobile ou une équipe ressources pédiatriques. Elle peut être prescrite lorsque la personne malade nécessite des soins complexes sur le plan médico-psychosocial, une technicité spécifique, une instabilité médicale particulière ou lorsque la charge en soins est importante. Elle peut intervenir en complément d'un SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Elle veille à maintenir en son sein l'équipe de soins ordinaires de la personne malade. Le lit identifié de soins palliatifs, lui, offre une prise en charge spécialisée en soins palliatifs dans un service d'hospitalisation fréquemment confronté à des fins de vie, mais dont l'activité n'est pas exclusivement consacrée aux soins palliatifs. L'individualisation de lits identifiés de soins palliatifs au sein d'un service permet d'apporter des soins palliatifs adaptés grâce à une organisation spécifique et au renforcement des compétences en soins palliatifs des équipes médicales et paramédicales. Et enfin, ils sont en général prodigués par des équipes ayant pris en charge les soins liés à la maladie initiale. L'unité de soins palliatifs, elle, est un service dont les lits sont totalement dédiés à la prise en charge palliative et à l'accompagnement de la fin de vie, à la fois lieu de soins et lieu de vie pour la personne malade et pour ses proches. Elle accueille de façon temporaire ou permanente des personnes atteintes de maladies graves, évolutives, mettant en jeu le pronostic vital en phase avancée ou terminale lorsque la prise en charge nécessite l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques ou lorsque les personnes malades ne peuvent plus être suivies à domicile, en établissement médico-social ou dans leur service hospitalier d'origine. Elle assure une triple mission de soins, de recherche et de formation des soignants. Enfin, l'équipe mobile de soins palliatifs se compose de médecins, d'infirmiers, de psychologues, dont le rôle ne réside pas d'abord dans la dispensation de soins, mais dans le soutien et l'apport d'expertise auprès des équipes soignantes et des professionnels qui font appel à eux pour prendre en charge des personnes malades en soins palliatifs ou en situation de fin de vie. Elle intervient au sein des services hospitaliers, des établissements sociaux et médico-sociaux ou encore aussi à domicile. Elle peut être rattachée à un établissement de santé ou à une structure territoriale, par exemple une association portant par ailleurs un dispositif d'appui à la coordination, l'EDAC. L'équipe mobile de soins palliatifs peut se déplacer à la demande des personnes malades et de leur entourage
ou des soignants et intervient ainsi dans différents lieux de soins et de vie. Du fait de ces missions, elle participe à la sensibilisation des professionnels et à la formation de différents intervenants en soins palliatifs et en accompagnement de fin de vie. Je passe maintenant. Non, oui, alors je vous ai mis, vous le verrez quand ça vous sera envoyé, il n'y a pas de plus-value à ce que je la présente ici, mais vous aurez dans le PowerPoint envoyé, vous aurez ici les différents niveaux par rapport à quel moment on fait intervenir entre le lieu de vie et le lieu de soins, par rapport au niveau situation stable, situation complexe, situation forte, complexe, dans quel moment, en quel temps on peut faire intervenir les différentes structures. Je passe maintenant la parole à Alexandra Laurin qui va vous parler des directives anticipées. D'accord, oui. Bon, alors, les directives anticipées. Oh, il y a un écho, non? Ça va? Excusez-moi. Il y a un petit écho, en effet, Alexandra. Bon, je peux continuer quand même? Oui, allez-y. Alors, ce que sont les directives anticipées? Il s'agit d'une déclaration faite par toute personne majeure en bonne santé ou malade, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, dans laquelle elle exprime ses volontés en matière de soins de santé pour sa fin de vie, si elle n'est pas en état de les exprimer elle-même. Donc, ces directives servent à exprimer l'acceptation ou le refus de limiter ou arrêter les traitements, d'être réanimé, d'être placé sous respirateur artificiel, de subir une intervention ou autre traitement médical. Vous me prenez la deuxième, s'il vous plaît, Fanny. Quelle est la validité des directives anticipées? Elles doivent être écrites ou dactylographiées et surtout datées et signées. Il existe un formulaire type sur le site du gouvernement et certaines associations proposent également leur propre formulaire. Lorsqu'une personne est dans l'incapacité de rédiger elle-même ses directives anticipées, elle peut les faire écrire par un tiers, devant 2 témoins, l'un des témoins étant personne de confiance. Ces directives anticipées n'ont pas de limitation de durée, mais elles peuvent être annulées ou modifiées à tout moment. Voilà. Maintenant, quel est leur rôle vis-à-vis du médecin? Depuis la loi du 2 février 2016, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Il doit les appliquer. Leur contenu prime alors sur les différents avis et témoignages de la personne de confiance ou les avis des proches. Toutefois, le médecin peut refuser de les appliquer dans 2 cas. En cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer la situation. Bon, la situation d'urgence, c'est aussi la situation que connaissent les pompiers. Et le deuxième cas, c'est lorsque les directives anticipées lui apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce dernier cas, le médecin ne peut refuser de les appliquer qu'après avoir consulté l'ensemble de l'équipe soignante et un confrère indépendant, et après avoir recueilli le témoignage de la personne de confiance, si elle a été désignée, ou à défaut, le témoignage de quelqu'un de la famille ou un des proches. Quand le médecin refuse d'appliquer les directives anticipées, après toute cette démarche, il doit préciser dans le dossier médical pourquoi il décide de passer outre. Maintenant, comment conserver ces directives anticipées? Elles peuvent être enregistrées dans le dossier médical, dans, par exemple, mon espace santé. Il existe un fichier national des directives anticipées créé et géré par une association. Il est bien entendu ouvert à tous. Quand je dis fichier national, c'est bien évidemment géré par une association. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le gouvernement qui a créé ce dossier. C'est d'ailleurs regrettable. Voilà. Alors, toutefois, même s'il existe un fichier national, on vous conseille tous, les médecins vous le conseillent aussi très fortement,
d'en avoir toujours une copie sur vous-même, d'en transmettre une copie aux différents médecins qui vous soignent, à vos proches, aux personnes de confiance qui pourront les faire valoir le moment venu. Je précise toutefois qu'il ne faut pas confondre les directives anticipées avec les dernières volontés qui dépassent largement le champ des soins en fin de vie. Le type d'enterrement, la musique, s'il y a une messe, la crémation, les histoires d'héritage, ça ne concerne pas du tout les directives anticipées. Voilà. D'autre part, je passe maintenant à la définition de la personne de confiance. Qui peut être personne de confiance? Toute personne de votre entourage, un parent, un proche, un médecin traitant, en qui vous avez confiance et qui accepte cette mission. Je précise tout de suite, concernant les médecins traitants, ils sont souvent submergés de demandes, donc il ne faut pas être surpris s'ils n'acceptent pas. Ce n'est pas forcément quelqu'un de votre famille, il s'agit bien de quelqu'un à qui on fait entièrement confiance. Vous pouvez désigner une personne de confiance à tout moment, à condition d'être majeur et en pleine possession de vos facultés intellectuelles, et que là où les personnes désignées soient majeures et en pleine conscience également. Quel est le rôle de la personne de confiance? Elle sera consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitement. Et elle recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité. L'accès au dossier médical. La personne de confiance ne peut pas accéder à votre dossier médical, sauf si vous lui avez fait une procuration en ce sens. Certains formulaires de directives anticipées ont intégré une question précisant si vous souhaitez que là où les personnes de confiance puissent avoir accès à votre dossier médical. J'ajoute toutefois une précision, pardon Fanny, une précision, c'est que le formulaire officiel de santé.gouv prévoit la désignation d'une personne de confiance. Or, d'autres formulaires prévoient la désignation de 3 personnes par ordre de priorité. Pourquoi 3? Dans l'espoir que l'une des 3 soit disponible au moment où les médecins ont besoin de les consulter. Et d'autre part, aussi pour partager la responsabilité quand il s'agit de décisions réellement, de décisions importantes, de décisions de fin de vie. Voilà, merci bien. Merci Alexandra. Merci. Maintenant, passons à Henri-Pierre Cornu qui va nous faire part de la différence entre soins et traitement, arrêt des traitements et sédation profonde et continue. Merci, bonjour, et désolé pour tout à l'heure, mon ordinateur s'est figé. Alors, on est bien dans une limitation arrêt de traitement, mais on arrête des traitements, mais on n'arrête jamais les soins. Il faut être très clair là-dessus. Donc, on va arrêter quoi? On va arrêter tous les traitements, enfin dans le cadre des décisions, bien entendu, tous les traitements qui ont pour but la prolongation de la vie, que ce soit les traitements en lien avec la maladie en cause, le traitement des maladies chroniques, les préventions anticoagulantes. L'oxygène peut tout à fait être arrêté. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la nutrition, c'est-à-dire en fait l'alimentation artificielle et l'hydratation artificielle, j'insiste sur le terme artificiel, c'est-à-dire les perfusions quelles qu'elles soient, mais également les alimentations par sonde ou hydratation par sonde sont considérés comme des traitements médicamenteux et donc peuvent tout à fait être arrêtés ou suspendus. Les techniques également vont être arrêtées. On pense souvent à débrancher un respirateur, mais la dialyse, les transfusions également. Ce n'est pas précisé dans la loi, mais c'est du bon sens. Si on décide d'arrêter les traitements, il faut également arrêter les bilans sanguins, les radios, la prise des constantes, le pouls, la tension tous les jours qui fatigue les malades, mais également changer l'aspect des pansements, on reverra tout à l'heure, et également les soins d'hygiène poussés. Suivante, s'il vous plaît. Par contre, j'ai dit jamais d'arrêt des soins. Et les soins qui ont pour but le confort, eux, sont toujours poursuivis. Évidemment, les traitements de douleur, les traitements de l'anxiété,
et puis tout autre traitement qui peut être discuté en fonction de l'apport du confort. Je pense par exemple antibiothérapie ou pas antibiotique s'il y a une infection pulmonaire, est-ce que ça peut ou pas améliorer le confort du patient? Tout doit être discuté sur ce que ça peut apporter. Tout ce qui est technique également, j'ai dit pas de pansements techniques, mais des pansements doux, des pansements qui sont dits de propreté, c'est-à-dire qui soulagent le patient, mais qui ne cherchent pas à tout prix à guérir absolument l'escarre ou la plaie existante. Les soins d'hygiène, évidemment des toilettes, mais des toilettes douces, tranquilles, avec des horaires adaptés, du temps adapté et surtout fait à plusieurs. Et bien entendu, un soin particulier au niveau de la bouche, puisque la bouche, souvent en fin de vie, pose beaucoup de soucis sur le côté, ne serait-ce que des bouches sèches et des bouches désagréables. Et puis, les soins relationnels font partie des soins de confort, et je rappelle qu'en cas de limitation et d'arrêt de traitement, la loi nous oblige à organiser des soins palliatifs quand il y a une décision d'arrêt de traitement, et donc la mise en place de l'accompagnement. La suivante, s'il vous plaît. Je l'ai affichée. Je ne l'ai pas. Ah, je recommence. Voilà, merci. Et donc, quand fait-on ces limitations et ces arrêts de traitement? D'abord, à la demande du patient. Si le patient est conscient, et ça a été dit tout à l'heure, le patient peut refuser tout traitement, même vital. Bien entendu, ce refus doit être un refus conscient, c'est-à-dire un refus expliqué, où le patient sache très bien ce que représente ce refus. Le refus doit être réitéré et la loi nous dit après un délai raisonnable. Chacun essayera de trouver quel est le délai raisonnable dans chaque cas. Mais également, on va prendre l'avis du patient, même s'il est inconscient, ce qui pourrait paraître curieux, mais on a parlé des directives anticipées. Les directives anticipées n'ont de valeur que si le patient est inconscient. Et on va également prendre l'avis éventuellement au travers des témoignages. Alors, c'est certainement pas une décision. Tout à l'heure, Alexandra a parlé de décision. On n'est pas du tout dans les décisions. On est dans un témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, des proches. C'est-à-dire que la personne de confiance va nous dire qu'est-ce que le patient voudrait s'il pouvait s'exprimer. Il ne va certainement pas nous dire ce que lui voudrait pour le patient. Alors après, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais c'est ça l'idée. Bien entendu, une fois qu'on va avoir lancé cette idée de limitation et d'arrêt de traitement, elle peut aussi se faire en fonction du contexte médical. C'est-à-dire que quelquefois, la décision de limitation et d'arrêt de traitement va se faire parce que les médecins vont avoir l'impression que ce qu'ils font n'a plus de sens. Ce qu'ils font est considéré comme déraisonnable, comme on disait tout à l'heure. Et à ce moment-là, cette décision va être prise avec l'avis du patient, mais en vérifiant le contexte médical. Et le contexte médical, c'est une concertation avec l'ensemble de l'équipe de soins. C'est-à-dire pas uniquement une discussion entre docteurs, même s'il faut au minimum 2 médecins sans lien hiérarchique, mais c'est aussi avec l'ensemble de l'équipe de soins, que ce soit à domicile, en EHPAD ou à l'hôpital. Et la décision finale, par contre, est en charge du médecin qui a en charge le patient. Tout ceci pour éviter toute dilution de responsabilité et ne pas se retrouver avec des gens qui seraient responsables mais pas coupables. Merci. Et puis on a parlé tout à l'heure de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Tous les termes sont extrêmement importants. On n'est pas dans les sédations temporaires qui existaient déjà avant, ou les sédations qui existent en réanimation, ou les sédations pour faire une pause. On est bien sur une sédation qui est continue, qui est profonde, c'est-à-dire que ce n'est pas un patient qui peut se réveiller un petit peu, c'est un patient qui est totalement endormi, et c'est maintenu jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'on maintient ce patient endormi jusqu'au moment où il décède de sa mort naturelle. Quand est-ce qu'on peut mettre en place ces sédations profondes et continues jusqu'au décès? 2 cas de figure. Le patient est atteint d'une infection grave et incurable. Le pronostic vital est à court terme et il présente une souffrance réfractaire au traitement, c'est-à-dire une souffrance qui ne répond pas au traitement mis en place. Donc, dans ces cas-là, on peut mettre en place une sédation.
Deuxième cas de figure, qui est le cas de figure qui a été créé en fait par la loi Claeys-Leonetti, puisque le premier était déjà appliqué auparavant. Là, on est sur un patient qui décide d'arrêter un traitement et si cet arrêt de traitement risque d'entraîner une souffrance insupportable, on est aussi sur un pronostic vital à court terme, alors il peut demander une sédation. Suivante, s'il vous plaît. Donc, il est extrêmement important de se rappeler que ce sont des « et », c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait et la demande du patient, que et il y ait une affection grave et incurable, que et il y ait un pronostic vital engagé à court terme. Alors le court terme, c'est le terme de la loi. Grosso modo, la plupart des gens sont assez d'accord pour se dire que un pronostic a priori, puisqu'on sait que c'est toujours a priori, sur une quinzaine de jours. Et il faut qu'il y ait une souffrance réfractaire, que cette souffrance réfractaire soit déjà le cas ou qu'elle soit liée à un refus de traitement. Et tous ces éléments vont être vérifiés au cours d'une procédure collégiale dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et la loi nous précise qu'en cas de sédation, il est toujours associé un arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Et bien entendu, il est toujours associé une antalgie systématique parce qu'un patient peut dormir et avoir mal, donc il est extrêmement important d'assurer l'antalgie. Suivante, s'il vous plaît. Et quand le patient ne peut pas s'exprimer, puisqu'on a dit que c'est sur l'avis du patient, quand le patient ne peut pas s'exprimer, le législateur nous dit que si on fait une décision d'imitation et d'arrêt de traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec la procédure collégiale et à partir du moment où on a ou les directives anticipées, ou la personne de confiance, ou les proches qui nous ont apporté l'avis du patient, alors si on fait cette limitation et d'arrêt de traitement, on doit faire une sédation profonde et continue qui provoque cette altération de la conscience maintenue jusqu'au décès associé à une analgésie. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, on en arrive à se demander quelle est la différence exacte entre la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et les aides actives à mourir. La différence principale, à mon avis, c'est que donc c'est le moyen pour soulager les patients dans la sédation, on fait dormir jusqu'au décès naturel du patient, c'est-à-dire jusqu'au moment où ce pronostic vital est atteint. C'est cet élément-là qui pose d'ailleurs la question du Comité consultatif national d'éthique dans son avis sur la fin de vie, qui se dit mais qu'est-ce qu'on fait quand le pronostic vital n'est pas à court terme? Maintenant, je passe la parole à Alexandra qui va nous donner quelques limites. Oui, moi je souhaite effectivement apporter quelques nuances à ce tableau. Le tableau présenté par l'espace régional d'éthique, qui me semble d'ailleurs très clair et qui présente bien la situation actuelle. Alors d'abord, avant d'avancer dans le détail du tableau, je voudrais quand même rappeler l'étymologie du terme euthanasie, parce que pour des raisons historiques, on sait très bien que ce terme est souvent mal compris et utilisé à mauvais escient. Euthanasie, ça vient du grec « eu » qui signifie « bien » et « thanatos » la mort. Donc une euthanasie, à l'origine, c'est une mort douce, une mort sans souffrance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suppose qu'il est clair pour tout le monde que la distinction entre assistance au suicide et euthanasie, elle est claire, mais je précise quand même, l'assistance au suicide, il s'agit pour le patient de prendre lui-même le produit létal qui, si la loi l'autorise, sera prescrit par un médecin, et l'euthanasie, c'est une tierce personne qui va injecter ce produit létal. Voilà pour les distinctions. Concernant le moyen, l'aide active à mourir a pour but de provoquer la mort. Oui, c'est une réalité. Néanmoins, elle provoque la mort en respectant la liberté de choix du patient. Liberté de choix qu'il exprime lui-même ou qu'il a exprimé dans ses directives anticipées, lorsqu'il n'a plus le moyen de le faire par lui-même. Concernant la légalité
je reviens bien sûr sur l'aide active à mourir. Certes, l'aide active à mourir, actuellement, est illégale. Ça, c'est incontestable, on ne va pas discuter là-dessus. Cependant, pour nous éclairer, je fais référence à une remarque de Robert Badinter en 2008. Il écrivait « Chacun est maître de son corps et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu'il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide. Le suicide n'est pas pénalisé en France, la complicité, oui. Mais je pense qu'avec cette remarque de Badinter, ça nous permet d'approfondir quand même la réflexion. Concernant le délai d'action, le délai du décès, là, je reviens sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, puisque c'est ce cas-là, c'est dans ce cas que la situation peut devenir très problématique, mais je précise, elle sera exceptionnellement problématique si elle dure plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je ne détaille pas, nous n'avons pas le temps là-dessus, mais je crois que chacun peut comprendre pourquoi c'est problématique. On pourra peut-être en reparler dans le chat. D'autre part, concernant la procédure de décision, alors elle sera, pour l'aide active à mourir, elle sera à définir en fonction de l'évolution de la loi, mais pour la définir, nous avons déjà des exemples. Nous avons déjà le modèle de la loi Claeys-Leonetti qui fonctionne de façon collégiale, toute décision est prise de façon collégiale. Et puis aussi, nous pouvons prendre exemple sur les autres pays qui ont déjà légalisé cette aide active à mourir et qui ont tous instauré des garde-fous et des prises de décision collégiales. Donc, même s'il y a loi, elle ne partira certainement pas dans le vide. Concernant l'administration des médicaments, donc et puis la prescription et l'administration, bien sûr, c'est le médecin pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour l'aide active à mourir, il est bien évident que, quelle que soit l'évolution de la loi, le médecin garde et gardera toujours sa liberté de conscience et de décision. Toutefois, je tiens quand même à préciser qu'il existe à l'étranger et aussi en France, même s'ils ne le pratiquent pas, des médecins qui considèrent que l'aide active à mourir est un dernier soin et que dans ce cas-là, on pourrait parler d'aide médicale à mourir. Nous n'en sommes pas là, c'est certain, mais ça mérite réflexion. Voilà, merci bien. Merci Alexandra. Je vous propose maintenant que l'on aille sur la définition de l'accompagnement. Et c'est Thérèse Laporte et Marie-Thérèse Auturi qui vont nous faire ces définitions. À vous, merci. Attends, Marie-Thérèse. Thérèse, si vous voulez bien commencer, parce qu'il semble que Marie-Thérèse ait un problème avec son micro. D'accord, c'était Marie-Thérèse qui devait commencer. Donc, accompagnement, qu'est-ce que cela signifie? L'article L 1er de la loi du 9 juin 1999 stipule « Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Cet accompagnement est assuré conjointement par les professionnels en équipe pluridisciplinaire, par les proches et par les bénévoles d'accompagnement. » Je veux bien continuer puisque j'ai le micro. J'ai le micro, oui. Thérèse, et je veux bien continuer, d'accord? D'accord, oui. Alors, qu'est-ce que cela recouvre pour chacun de ces personnes qui accompagnent une personne qui est en phase terminale ou pas, hein, d'une maladie grave? Alors, qu'est-ce que cela recouvre pour chacun d'eux? Alors, l'accompagnement pour les professionnels, c'est la dimension du prendre soin, hein, puisque Henri-Pierre nous a dit tout à l'heure que voilà, ce qui était important, c'était de continuer à prendre soin de la personne. Donc, ce prendre soin est réinvesti par les professionnels avec pour objectif, puisque le maintien et le recouvrement de l'état de santé n'est plus possible,
de dispenser, et Henri-Pierre nous l'a bien dit, des soins de confort et apaiser la souffrance globale. On est bien sur l'accompagnement là qui est fait par les professionnels. L'accompagnement pour les proches, parce qu'ils participent aussi à cet accompagnement, en fait, c'est traverser avec la personne malade, c'est traverser ensemble l'épreuve de la maladie, cette maladie qui désorganise très souvent la cellule familiale, et surtout en évitant de s'éloigner, parce que chacun vit une période difficile, la personne malade bien évidemment, mais aussi son entourage. Donc l'idée, c'est de ne pas trop s'éloigner. Et puis l'accompagnement pour les bénévoles d'accompagnement, c'est ouvrir un espace relationnel de proximité. Ça veut dire d'être avec une personne qui chemine vers. Voilà. Donc, on est à côté d'elle, c'est pas au bénévole d'accompagnement de décider quel est le chemin qu'il va prendre, mais être près de lui et prendre le chemin qu'il veut bien prendre, en lui offrant le soutien dont elle a besoin, cette personne, sur la route qu'elle a choisie. Je repasse la parole à Thérèse. Le bénévole d'accompagnement n'est pas un électron libre. Il est géré par une loi. Donc, il y a une existence légale du bénévolat d'accompagnement. Les associations de bénévoles d'accompagnement agissent dans le cadre de l'article 10 de la loi du 9 juin 1999, comme on le disait tout à l'heure, sur l'accompagnement et les soins palliatifs, qui officialise la place du bénévolat d'accompagnement auprès des personnes gravement malades et ou en fin de vie, et aussi de la famille. Le malade et la famille est un tout. L'article L 1110-1 du Code de la santé publique institue les associations d'accompagnement en tant que partenaires des professionnels de santé. Une formation donc est donnée à ces bénévoles, des bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches, et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. La circulaire du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs précise dans son annexe 5 la définition, les missions et obligations du bénévolat d'accompagnement en matière de soins palliatifs. Les associations d'accompagnement bénévoles en soins palliatifs font partie, et ça souvent on ne le sait pas, font partie entièrement du dispositif des soins palliatifs. Alors, pour terminer sur l'accompagnement, donc accompagner, c'est quoi? Cet acte constitue la dimension majeure de la prise en charge des personnes en fin de vie, gravement malades ou très âgées, par des bénévoles à l'intérieur d'un cadre organisé et après une formation, comme vous l'a dit Thérèse. Donc, accompagner, comme je l'avais dit, c'est être aux côtés de celui qui chemine dans la souffrance vers des lieux incertains à son rythme. C'est s'effacer pour laisser à la personne malade l'initiative de l'échange. Le bénévole n'est ni un professionnel de santé, ni un psychologue, il n'est pas non plus un visiteur. Il est un être humain qui exprime simplement sa solidarité avec un autre être humain dans le respect des différences et du désir de celui qui l'accompagne. Entre le malade et le bénévole se crée une relation librement choisie, une relation de confiance, fondée sur la présence et l'écoute, respectueuse de l'intimité et de la confidentialité. Parfois, selon les moments ou l'état de santé du malade, cette écoute devient silence, mais silence habité, partage de l'indicible. Donc, accompagner, c'est autant donner que recevoir. C'est autant donner que recevoir. Voilà. Voilà pour nous. Je vous remercie grandement, mesdames. Maintenant, il est temps de passer à la partie 3, témoignages et partage d'expérience. Et je laisse la parole à Marie-Christine Jacolem qui va nous définir cette troisième partie.
vous avez devant le nez, si je puis dire. Alors, je vais d'abord parler avec cette diapo de l'annonce de la maladie grave et des soins palliatifs. Un médecin EMSP, d'équipe mobile de soins palliatifs, dit « Je suis beaucoup de patients en phase active de leur maladie et donc en traitement dit curatif. Néanmoins, ces personnes souffrent, pleurent, s'inquiètent, ont besoin de verbaliser un certain nombre d'annonces. Et c'est ça l'accompagnement palliatif. Ce que confirme par ailleurs le professeur Didier Sicard dans son rapport de décembre 2012. Les soins palliatifs précoces permettent de répondre de manière fine à la multiplicité des symptômes qui sont évolutifs et répondre également au vécu du patient par de nombreuses approches non médicamenteuses. En tant que représentant des usagers, je constate que lorsque je vais au-devant, dans une chambre d'une malade, je constate que le besoin de se raconter, de raconter sa vie, est largement dépassé par ce pourquoi je suis venue, pour l'audit pour laquelle je suis venue. Cela traduit un vrai besoin de maintenir un lien social, d'être quelqu'un, de continuer à être quelqu'un. Parce que la maladie isole, elle bouleverse, elle est envahissante. Les soins précoces permettent d'inscrire la personne malade dans un projet de vie dans toutes ses dimensions, en même temps que dans un projet de soins pour lui-même, pour sa famille et les aidants familiaux. Le plan national et le Conseil national des soins palliatifs est d'accord pour dire qu'il est préférable vraiment de commencer tôt l'accompagnement de soins palliatifs pour l'amélioration des symptômes. C'est vraiment profitable pour le patient. Ensuite, je vais vous parler un petit mot de comment on peut aller vers une véritable culture palliative, où nous en sommes. Alors, c'est peut-être un peu difficile, parce que la culture palliative est issue, comme définition, de la mise en œuvre de soins palliatifs qui sont appelés à devenir finalement le mode ordinaire du soin, entendu comme prendre soin, on l'a vu tout à l'heure. Sa mise en œuvre est résumée dans le tableau qui va vous être présenté. Il y a un processus décisionnel. C'est un savoir-faire avec des contraintes organisationnelles, des contraintes matérielles, qui a besoin d'une aide extérieure et d'une évaluation. On voit comment la culture palliative peut infuser dans tout un établissement d'équipe en équipe, de service en service. Il s'agit donc de prendre soin les uns des autres, ce qui est la marque d'une société inclusive. La culture palliative est créatrice d'innovation et continue à travailler. Elle continue à travailler parce que la constatation, c'est que ce droit pour tous et partout aux soins palliatifs n'est pas encore une réalité, loin de là. Beaucoup en sont éloignés, le Conseil national le dit, et ainsi que le rappelle le plan national 2021-24 le rappelle également. C'est vraiment un défi majeur de faire face aux contraintes matérielles et en ressources humaines. Ce sont des freins, elles ont un coût. La culture palliative, par ailleurs, rencontre de nouveaux défis que nous connaissons, en particulier
une meilleure prise en charge des maladies neurodégénératives, et encore les soins en pédiatrie pour les jeunes. Le 5e plan national pour le développement des soins palliatifs et de la fin de vie définit aussi un objectif, c'est l'objectif d'offrir, de pouvoir être soigné sur son lieu de vie. Le soutien aux familles, aux aidants familiaux devient un impératif. Les mots-clés des moyens à mettre en œuvre pour la mise en œuvre des soins palliatifs, pour une véritable acculturation des soins palliatifs, sont formation initiale et continue, information du public, apprivoiser et oser parler de la mort, de la fin de vie, à tous les âges. La dernière partie, c'est plutôt un petit témoignage sur le confort des personnes en fin de vie et le bien-être au travail des équipes soignantes. RU dans un établissement de santé ayant des lits identifiés soins palliatifs. Peut-être plus que dans d'autres établissements, mon engagement de RU prend une couleur particulière. Par exemple, il m'arrive d'aller voir une équipe soignante, je la trouve dans la salle de soins, en train de débattre sur la conduite à tenir pour accompagner une patiente et sa famille. Une sorte, on pourrait dire, de micro-comité d'éthique. Écouter leur satisfaction, écouter leurs difficultés, participer à leur travail, c'est une manière, pour moi, représentant des usagers, de prendre soin du bien-être de l'équipe dans son travail. Le confort des personnes en fin de vie est indissociable du bien-être au travail des équipes. Il s'agit de prendre soin les uns des autres. Pour faire vite, dans ce sens, il est important, dans mon engagement de représentant des usagers, de participer régulièrement à la commission de lutte contre la douleur et de m'inscrire dans les actions mises en place par la qualité des soins, ainsi que de promouvoir le comité d'éthique. Merci Marie-Christine et merci de nous rappeler qu'il faut prendre soin les uns des autres. C'est une bonne manière de résumer cette partie. Je vous propose que l'on passe à la dernière partie de notre webinaire avant de passer aux questions-réponses, qui est donc le point d'actualité et éthique. Et je laisse maintenant la parole à Alexandra et Florence Dunant qui vont faire état de points d'actualité. Je précise que nous avons pris, Alexandra et Florence, mini parenthèse, je précise que nous avons pris un petit peu de retard. Nous essaierons de répondre au maximum aux questions, mais il est possible que nous débordions un petit peu de notre heure initialement prévue. Je me tais, je vous laisse parler. Merci Fanny. Oui, donc un point d'actualité sur la Convention citoyenne, enfin les votes de la Convention citoyenne. Comme vous le voyez dans le premier petit encadré, le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ? 16% répondent oui, 82% répondent non. Bon, on constate une large majorité des conventionnels demandent un changement. Alors, que devons-nous en penser ? D'abord, moi, je voudrais remarquer les 16% qui ne souhaitent pas de modification. Et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte et comprendre pourquoi, puisqu'ils sont eux aussi déterminés. Ensuite, 82% demandent un changement. Nous ne sommes pas dupes, nous pensons bien qu'ils ne sont sûrement pas d'accord pour tout. Et il nous restera à voir ce qui peut les réunir ou ce qui les réunit. Merci. Donc maintenant, je passe à En fait, c'était la troisième étape du vote. L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert ? 76% ont dit oui, 23% non. Alors, que 76% des conventionnels demandent l'accès à l'aide active à mourir n'implique pas une contestation systématique de la loi Claes-Leonetti. Loin de là.
En effet, quand elle est appliquée, la loi Claeys-Leonetti satisfait à presque toutes les situations. Et j'insiste, c'est le quand et le presque qui posent problème. Pose problème, même si cela concerne très peu de gens. La sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est pas assez appliquée, faute de soins palliatifs suffisamment développés. Aussi parfait, aussi généreux, aussi généreux et efficace soit le travail des soignants en palliatif et des bénévoles, il se trouve qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et le système n'est pas suffisamment installé. Donc, les gens ne sont pas suffisamment intégrés. Je précise au passage, désolée Fanny, je précise au passage que tous les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir ont en même temps développé ou accentué le développement des soins palliatifs et avec des budgets importants, nettement plus importants que les budgets français. Donc, on pourrait aussi s'en inspirer. Revenons maintenant au problème de la loi Claeys-Leonetti. Si la sédation profonde et continue jusqu'au décès n'a pas l'intention de donner la mort, chacun sait que c'est pourtant bien le terme de cette mort. Et cela induit un doute éthique pour un certain nombre de médecins qui hésitent ou qui n'appliquent pas cette possibilité, cette sédation, alors qu'ils le pourraient, parce que justement, la situation n'est pas toujours très claire pour eux. L'application tardive de la loi pose aussi problème. On attend souvent, et souvent, je suppose que c'est par précaution, ce n'est pas une critique, c'est un constat. On attend souvent la toute fin de vie, et l'agonie a déjà commencé. C'est difficile pour tout le monde. Et puis, surtout, non, ça, ce n'est pas pour moi. Fanny, on repart à ma place, s'il vous plaît, merci. Et surtout, la loi Claeys-Leonetti ne prend pas en compte les malades atteints de maladies neuroévolutives, qui ne sont pas en fin de vie, mais ils connaissent l'évolution dramatique de leur maladie. Elle ne prend pas en compte non plus les polyhandicapés qui ont perdu leur autonomie, mais ne souffrent peut-être pas de douleurs réfractaires. Ils ne sont pas pris en compte, mais alors ils peuvent souffrir, eux, terriblement de l'angoisse de fin de vie. Ainsi, l'application tardive, je vais dire une bêtise Fanny, excusez-moi, ainsi l'application tardive et la non-application de la sédation profonde et continue jusqu'au décès ne permet pas suffisamment de rassurer le patient sur sa toute fin de vie, n'évite pas l'anticipation de la mort par certains pour rester maîtres de leur fin de vie, cela n'évite pas les suicides catastrophiques du genre, et on sait que ça existe, défenestration, pendaison, empoisonnement, etc. Cela n'évite pas les euthanasies clandestines, cela se fait en France, personne n'est dupe, et cela n'évite pas le tourisme macabre. Alors, voilà le résultat. Malgré tout, je voudrais, pour ma petite conclusion, préciser que la Convention citoyenne a donc fait des propositions, elle a fait des votes, quelle que soit l'évolution. Je pense qu'elle a la grande qualité d'avoir levé le tabou de la mort, d'avoir initié un champ de réflexion et un champ de réflexion sans souci de polémique, en prenant compte des malades et des malades aussi qui sont un peu tenus à l'écart. Merci. Je passe la parole à Florence. Oui, merci Alexandra. Donc, écoutez, je pense que c'est vrai que cette convention a eu l'intérêt de réunir tout le monde autour d'une table et de pouvoir discuter sereinement et s'enrichir les uns des autres. Ce qui est intéressant pour moi dans le graphique que vous voyez là, c'est que tous les conventionnels ont une conviction commune à 97%. C'est renforcer et améliorer l'accompagnement en fin de vie. C'est vraiment le point qui fait l'unanimité.
ils émettent, enfin les conventionnels donc, émettent des propositions fortes que la loi évolue ou non vers une ouverture à l'aide active à mourir, qui est respecter le choix et la volonté du patient, décider de son lieu de vie à 91%, et pouvoir exprimer ses choix même s'ils vont à l'encontre de ceux du médecin. Important aussi un accès, capital je dirais même, un accès égal aux soins palliatifs pour toutes et tous et partout, avec les budgets adaptés, en unité de soins palliatifs, à domicile, en EHPAD, avec l'HAD, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile, les équipes mobiles de soins palliatifs, en rappelant qu'il y a 21 ou 26 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. J'ai 2 sources. Ça implique évidemment la pleine application de la loi Claeys-Leonetti. Les conventionnels aussi veulent renforcer la formation des professionnels de santé et l'information du grand public et intensifier l'effort de recherche pour développer les futurs remèdes pour de nouveaux traitements et pour soulager la souffrance. C'est en toute logique ce qui devrait primer avant de faire évoluer la loi, sinon eh bien, on mettrait un peu la charrue avant les bœufs, si j'ose dire. Et la question est qui accepterait qu'on dise les urgences ou les hôpitaux psychiatriques ou les services de réa sont en nombre insuffisant? Eh bien, légalisons l'euthanasie. Dans la deuxième diapo, on voit qu'une majorité considère que le cadre doit évoluer et que l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Donc, le principe est partagé. C'est les modalités de cette évolution qui ne font absolument pas l'objet d'un accord. La plupart pensent que cela doit se faire sous condition, à 71%. D'autres sans condition, à 22%. Certains sont pour le suicide assisté et ou l'euthanasie, selon 4 modalités différentes dont aucune n'a obtenu la majorité. Il en découle 19 scénarios différents et un dissensus sur l'accès de l'aide active à mourir aux mineurs. On a donc, on le voit d'un côté, une voie partagée, les soins palliatifs, et de l'autre, des voies divergentes, source de nouvelles discussions et de débats. Le paysage de l'aide active à mourir n'est pas homogène ni stabilisé. C'est un peu comme si on était d'accord tous ensemble pour dire que ça ne va pas, mais que nous n'avons pas les mêmes remèdes. Voilà. Merci Fanny. J'ai voulu mettre cette diapo parce que je trouvais intéressant aussi dans le point d'actualité de mettre un sondage BVA qui a été réalisé du 20 janvier au 21 février pour France Assos Santé pour le baromètre des droits des personnes malades sur un échantillon là, de 3690 personnes. 84% des personnes confrontées à la fin de vie d'un proche dans les 5 dernières années estiment que celle-ci a été prise en charge dans le respect de sa dignité. 60% et 23% ont le sentiment que les volontés et préférences de leurs proches pour sa fin de vie ont été prises en compte ou n'ont pas exprimé de souhait particulier. 15% estiment que les volontés et préférences n'ont pas été prises en compte. Alors, ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est la disparité en fait des ressentis entre les 3690 personnes ayant vécu la mort d'un proche et les 184 citoyens réfléchissant sérieusement au respect des volontés des personnes en fin de vie. On voit bien la différence entre le vécu subjectif et la projection, aussi éclairée soit-elle, quand on n'est pas dans cette situation et quand on est bien portant. On le voit, nous, sur le terrain, en tant que bénévole d'accompagnement au contact des personnes en fin de vie, la demande d'euthanasie disparaît quasiment quand un accompagnement est mis en place. Je fais une petite digression comme Alexandra, mais c'est vrai que Claire Fourcade parle de 3 patients sur 12 000
ont 20 ans d'expérience de médecine palliative qui ont réitéré leur demande d'euthanasie. Voilà. Ce qui est bien dans cette convention, c'est qu'on a pu réunir des personnes ayant des opinions complètement différentes pour ouvrir la réflexion avec un débat serein et riche. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Je passe maintenant la parole au professeur Lagarrigue qui va nous raconter les rencontres citoyennes organisées par l'espace de réflexion éthique. Alors avec son directeur qui est à côté de moi, Michel Clanet, l'espace de réflexion éthique a répondu à la demande du Comité consultatif national d'éthique d'organiser des rencontres citoyennes. Nous l'avons fait en 10 lieux de la région. On peut passer la diapositive suivante pour couvrir l'ensemble du territoire sous forme d'ateliers qui sont en rose et de conférences débats qui sont en vert. Nous vous présentons ici la méthode, diapositive suivante, que nous avons choisie en insistant sur la façon dont nous avons recueilli les conclusions des participants. Dans chaque atelier, il y avait des sous-groupes d'une 6 à 8 personnes environ, dont les restitutions ont été intégrées à une synthèse qui a été validée par les participants à chacun des ateliers. Et ce sont ces synthèses que nous avons essayé de reproduire au plus près de leur expression. Ce n'est pas l'interprétation de l'espace de réflexion éthique, mais vraiment la reproduction des conclusions de ces ateliers dont vous trouverez le détail prochainement sur le site. Je résume ici simplement, sous forme de quelques remarques, les principales conclusions. D'abord, des positions très nettes se sont exprimées, alors je dirais à la quasi-unanimité ou au moins à plus de 85%. À propos de la loi Claes-Leonetti, d'une part, et on l'a déjà dit, elle n'est pas suffisamment connue ni suffisamment appliquée. Les modalités de rédaction et de dépôt des directives anticipées doivent être facilitées et clarifiées, ainsi que le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance. Si ces modalités étaient convenablement connues et appliquées, la loi permettrait, c'est entre guillemets parce que c'est une phrase souvent entendue, permettrait de répondre utilement à près de 95% des situations difficiles en fin de vie. De même, à propos des soins palliatifs, l'unanimité s'est exprimée pour dire que la culture palliative devait être diffusée, développée et valorisée, et que la possibilité d'accès aux soins palliatifs devait être assurée partout et pour tous, quel que soit son mode de vie en fin de vie, et qu'il faut pour cela y consacrer les moyens nécessaires, aussi bien en termes financiers qu'en termes de ressources humaines. Enfin, et cela a déjà été dit aussi, les termes doivent être définis et expliqués, qu'il s'agisse d'autonomie, liberté et dignité, mais surtout des modalités techniques que sont la sédation profonde et continue jusqu'au décès, l'aide active à mourir, qu'il s'agisse du suicide assisté ou de l'euthanasie. Sur la diapositive suivante, la question a été posée d'une évolution éventuelle de la loi. Parmi les réflexions des participants, il est mentionné très souvent que la loi doit prévenir les dérives de toute nature, morale, économique et surtout politique. Des réticences ont été exprimées surtout parmi les soignants à propos de l'aide active à mourir avec la demande de respect de la clause de conscience. Parmi les situations potentielles d'évolution, 2 ont mérité d'être considérées: l'extension du délai d'engagement du pronostic vital au-delà du court terme, dont on a vu les limites et les difficultés de définition, et deuxièmement, la possibilité d'une aide active à mourir véritable en cas de sédation profonde et continue dépassant un long délai sans que cette durée soit plus précise que cela. Enfin, dans tous les cas, un encadrement a été jugé nécessaire s'il y avait une évolution de la loi pour que le choix du patient reste primordial et que la garantie de la collégialité soit assurée partout avec un besoin d'accompagnement humain du patient et de son entourage, y compris après la mort. À l'issue de ces débats, des cas particuliers
ont été mentionnés comme les plus difficiles à résoudre. La situation des enfants en fin de vie. Faut-il les inclure dans la loi actuelle dont ils sont exclus? Comment pourraient être définies les modalités de prise de décision et d'encadrement pour les enfants mineurs? Pour les malades psychiatriques, comment respecter leur autonomie dans les maladies psychiatriques en demande de fin de vie sans être sûr du degré de discernement de certains de ces patients? Et enfin, a été évoquée aussi l'extension de l'aide active à mourir dans des situations non pathologiques, comme le grand âge mal toléré sur demande des intéressés, avec bien sûr le souci de prévenir les dérives. 3 constatations méritent d'être soulignées à la fin de ces ateliers. L'organisation sur l'ensemble de la région de discussions en atelier a été appréciée pour permettre l'expression de chacun. Les conférences ont atteint un public plus nombreux avec des objectifs un peu différents, mais surtout les débats ont été partout sereins, montrant qu'avec le temps, les situations, les arguments extrêmes aboutissent à une certaine érosion. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup à tous nos intervenants. On n'a presque pas dépassé. Je vous propose maintenant que l'on passe à la dernière partie qui est donc des questions-réponses. Alors, en équipe, on m'a mis les questions qui étaient sur la partie questions. Donc, je vais m'adresser à personne en particulier, mais que chacun se sente libre de répondre. Je vais donc lire les questions que j'ai pu voir. Mettre fin à la dialyse pour un insuffisant rénal, n'est-ce pas une aide passive, voire quasi active à mourir? Oui, bien sûr, Henri-Pierre. Alors, je peux probablement répondre à cette question. Tout dépend du problème de l'intention. Si vous mettez fin à une dialyse parce que vous voulez faire des économies ou je ne sais quoi, c'est effectivement de l'euthanasie. Voire, c'est même plus de l'euthanasie au sens légal, peut-être futur légal du terme. Par contre, si vous mettez fin à une dialyse parce que vous estimez que c'est de l'oxygénation déraisonnable, parce que c'est disproportionné, comme je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, et qu'en fait, ça provoque plus de souffrance aux patients que de bénéfices, alors là, ce n'est pas considéré comme de l'euthanasie et ce n'est pas considéré comme faire mourir le patient directement. Tout dépend de l'intention de l'arrêt. Voilà. Donc on arrête quelque chose à visée de non-acharnement thérapeutique, à visée de refus d'obstination déraisonnable. On est parfaitement dans le cadre de la loi Claeys-Sonetti, bien entendu en soulageant tous les symptômes qui peuvent se manifester avec. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Alors, c'était la question d'Alain Weiss. Donc, j'espère que nous avons bien répondu à sa question. Une autre question que j'ai pu voir, alors désolée si elles ne sont pas de manière chronologique quand vous les avez posées. Alors, de Catel Pratt, et pardon aussi si je déforme les noms, comment agir lorsqu'un médecin traitant refuse de prescrire des traitements type antidouleur morphinique en EHPAD lors d'un accompagnement de fin de vie? Nous demandons l'intervention du DAC 31, mais le médecin reste décisionnaire et ne peut pas suivre, peut ne pas suivre les conseils donnés. Qui veut se lancer pour répondre à cette question éthique et allez-y. Si je peux me permettre, je vais essayer de répondre encore parce que c'est effectivement une situation qu'on peut voir assez souvent. J'ai travaillé longtemps en équipe mobile de soins palliatifs, donc effectivement aller donner des conseils entre autres dans les EHPAD et parfois se heurter à des médecins traitants qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, alors, sans leur jeter la pierre, hein, parce que souvent c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'énergie pour assurer un traitement antalgique. Le médecin reste libre de sa prescription. Après, le patient reste libre du choix de son médecin. Donc, il y a toujours possibilité, éventuellement, de changer de médecin si on n'est pas content de ce qu'il fait. C'est à peu près la seule solution que vous avez. Est-ce que je peux ajouter une petite précision? Le problème, c'est que si c'est en EHPAD, le choix du médecin, c'est difficile. Et la médecine actuelle étant tellement en souffrance, on sait qu'il est difficile aussi de trouver les médecins de notre choix. C'est bien problématique, hein, voilà. Merci.
Une question d'Isabelle Buisson. Quelle fin de vie pour les personnes en tutelle? Les risques de l'euthanasie pour les personnes vulnérables? Question du consentement. Qui veut se lancer? Est-ce que je peux simplement, je ne vais pas répondre, je ne vais pas donner de solution, ça fait vraiment partie des situations extrêmement problématiques. Et là, il va falloir… Bon, la tutelle, c'est déjà pris en compte pour d'autres questions. Je pense que on peut trouver des protections, quoi. Voilà. Mais ça fait partie des choses. C'est comme quand on parle des enfants, quand on parle des malades mentaux, etc. De toute façon, nous n'en sommes pas là. La loi n'en est pas là. Je pense que tout ça va devoir être réfléchi pas à pas au moment de la tentative de construction de cette loi. On sait d'ailleurs que dans un certain nombre de pays, notamment au Québec, ce n'est pas du tout encore d'actualité. Donc, tant qu'il n'y a pas de volonté exprimée, tant qu'il n'y a pas de directive anticipée, il ne peut pas y avoir d'euthanasie. Je peux tenter aussi d'apporter une réponse. La loi nous dit qu'une personne sous tutelle peut malgré tout écrire des directives anticipées et peut malgré tout nommer une personne de confiance. Et la loi nous dit que le tuteur n'a absolument pas à intervenir dans cette décision. Après, il faut vérifier que la personne sous tutelle soit malgré tout capable de comprendre ce qu'il demande. Alors, je ne parle pas de l'euthanasie, je parle simplement des limitations à arrêt de traitement, je parle de ce qui est légal actuellement, voire d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il va falloir essayer de comprendre effectivement jusqu'à quel point la personne sous tutelle est capable de comprendre les tenants et aboutissants d'une éventuelle limitation à arrêt de traitement, etc. Et ça va être des discussions… c'est là que la discussion collégiale va prendre toute son importance avec la vision et des proches, souvent des soignants, parce que les patients sous tutelle qui seraient en institution ont des éducateurs qui souvent les connaissent très bien pour pouvoir nous apporter des éléments, et évidemment des familles, et puis des soignants, et essayer d'être au plus proche de ce qu'on pourrait faire pour lui. C'est un élément, ça n'a rien de… Il n'y a pas de solution toute faite dans ces cas-là. Le professeur Lagarrigue l'a bien dit tout à l'heure, dans les interrogations suite aux ateliers, du côté des personnes dites incapables en général ou des enfants reste totalement ouvert ou fermé selon comment on veut voir les choses. Merci. Dans la même veine un petit peu de ce que vous étiez en train de dire sur comment expliquer aux personnes sous tutelle, Catel Pratt a une nouvelle question. Famille de résidents en EHPAD, pardon, la fin de vie est difficile à accepter. Comment bien expliquer avec des mots simples l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, synonyme pour eux de mort annoncée? S'ils ne boivent plus, s'ils ne mangent plus, forcément, on meurt. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais l'arrêt d'hydratation, l'arrêt de l'alimentation dans les EHPAD, d'abord, il est rare qu'il y ait un arrêt total. Généralement, les personnes âgées dans les EHPAD, on va dire, mangeotent. Ils mangent un tout petit peu, une crème par-ci, par-là, 2-3 cuillères, etc. On est rarement dans un arrêt total. Il peut y avoir des fausses routes. Après, on peut prendre le risque aussi de garder une partie de fausse route si le résident prend un certain plaisir à manger. Après, il y a des documents qui sont très bien faits sur justement l'arrêt de l'alimentation et l'arrêt de l'hydratation, puisqu'en fait, on sait que, alors on n'arrête pas l'alimentation, on arrête la nutrition, c'est-à-dire qu'on arrête tout ce qui est artificiel, et on sait que les gens ne souffrent pas de la faim dans ces cas-là. Ils vont être dénutris, ils vont maigrir, mais ils ne vont pas avoir faim, puisque quand on est malade et quand on ne mange pas depuis un certain temps, la sensation de faim s'arrête. Alors, évidemment, comme tout ce qu'on peut dire en médecine, c'est valable dans 95, 96, 98% des cas. Il y a toujours des gens qui peuvent garder, non pas forcément la sensation de faim, mais l'envie de manger, ce qui n'est pas forcément la même chose. Sur l'hydratation, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est déshydraté, au contraire,
on a souvent moins mal, on est souvent plus confortable, on a moins de vomissements, on est moins encombré, on est souvent mieux quand on est déshydraté que quand on est hydraté en fin de vie. Je parle bien de la fin de vie, bien entendu, à condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des soins de bouche corrects pour éviter cette sensation de bouche sèche qui est le seul moment désagréable d'une déshydratation. Merci. Est-ce que quelqu'un veut apporter un élément de réponse, un complément? Non? Alors, je vous propose que l'on passe à une question d'Odile Blanc. Le personnel paramédical a-t-il le droit de faire remplir des directives anticipées pendant l'hospitalisation sur un formulaire préétabli? Pardon, je laisse. Marie-Thérèse, allez-y. Oui, je voulais dire que les directives anticipées, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Hein. Donc, je veux dire, en arrivant à l'hôpital, bien évidemment, on peut vous demander si vous avez écrit des directives anticipées, mais on n'a pas à vous obliger à écrire des directives anticipées. Donc, si la personne souhaite écrire des directives anticipées, bien évidemment, on peut prendre le modèle qu'il y a de l'HAS, par exemple, mais après, c'est à chaque établissement de voir ça. Mais je veux dire, moi, ce qui me paraît le plus important à dire, que c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Donc, on ne va pas dire à une personne, vous devez à tout prix de me faire des directives anticipées à partir du moment où vous êtes rentré à l'hôpital. Ça me paraît important de dire ça. Merci. Professeur Lagarrigue et ensuite Alexandra. Pour aller dans ce sens, je confirme ce qui vient d'être dit et il nous semble que les usagers ont toute leur place pour faire en sorte que ces pratiques soient corrigées dans les établissements où quelquefois elles sont utilisées par confusion entre la personne à prévenir et la personne de confiance. Merci, professeur. Alexandra, vous voulez compléter? Oui, en fait, je voulais confirmer ce qu'a dit le professeur Lagarrigue. Peut-être qu'il y a confusion entre les directives anticipées et la personne de confiance. C'est vrai que ce qui peut se produire dans les hôpitaux ou enfin, dans les établissements de santé, c'est qu'au moment où on vous demande de remplir le formulaire de personne de confiance, ça c'est obligatoire, à ce moment-là, les gens veulent présenter leurs directives, leur propre formulaire et leurs directives anticipées, avec les noms des personnes de confiance inscrites dessus. Et quelquefois, on leur refuse. Il n'y a pas de raison de les refuser, ça c'est vrai. Mais je crois qu'il y a confusion là-dessus sur les deux éléments. Merci à vous trois pour ces éléments de réponse. Je propose que l'on prenne deux terrains. Le professeur Canet voulait parler. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, je voulais simplement dire qu'au cours des ateliers, nous avons souvent entendu qu'il y avait dans l'esprit des personnes qui participaient une confusion entre la personne de confiance et la personne à appeler. Et je pense qu'il est important de faire et de dire qu'il y a une différence, bien sûr, entre la personne de confiance et puis la personne que l'on doit appeler quand on rentre dans un environnement, dans un établissement hospitalier, par exemple. Merci pour ces précisions. Je vous propose que l'on prenne deux dernières questions. Alors, quelle est la question de Robert Gastou. Quelle est la prédominance du droit civil par rapport aux décisions médicales, actes vers la fin de vie et refus d'agir pour principes religieux ou moraux ou philosophiques non opposables aux médecins? Vous avez 4 heures. Bien sûr, oui. Je peux essayer de donner un embryon de réponse, Merci. mais je ne suis pas juriste. Le médecin et les soignants ont eux aussi droit à la liberté de conscience d'une manière générale, mais ils ont aussi un devoir d'assistance vis-à-vis de leurs patients. Et dans les cas où les patients ont une demande qui entre en contradiction avec les convictions de quelque nature que ce soit de leur soignant, celui-ci peut ne pas aller dans le sens de la demande, mais il a pour devoir d'orienter le patient vers une structure ou un collègue susceptible de répondre à sa demande. C'est ce qui est appliqué déjà dans d'autres problèmes de santé que la fin de vie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut apporter un complément de réponse?
Très bien. Alors, je vous propose qu'on passe à la dernière question pour ne pas trop déborder. Question d'Odile Blanc. N'est-ce pas une raison d'économie de la santé qui pousse à une fin de vie rapide, entre guillemets, plutôt que de financer les services de soins palliatifs inexistants dans 26 départements français? Si je peux me permettre, je vais déjà donner une petite réponse. Je trouve que penser que des médecins, des soignants puissent prendre des décisions uniquement pour des raisons économiques, ça me paraît quand même un peu un manque de respect pour eux, un manque de confiance. Je crois qu'il faut faire confiance quand même à tout ce système de soins qui nous entoure, aussi souffrant soit-il. Sur ce plan-là, c'est la seule chose que j'ai à dire. Professeur Clanet, oui. Oui, cette question avait été posée au cours de la conférence à M. Claes, qui avait été un petit peu surpris en tant que responsable des lois d'entendre ce genre de choses en disant que ce problème-là n'était pas à l'ordre du jour. Merci. Malgré tout, on voit de temps en temps des demandes. Alors, on va faire ça de manière indirecte, je vais faire ça peut-être de manière un peu brutale, mais cette fameuse durée moyenne de séjour dans les hôpitaux qui fait le financement des hôpitaux pousse quelquefois des situations à raccourcir des séjours d'une manière ou d'une autre. Et on a déjà vu dans des services de réanimation, alors peut-être dans une époque plus ancienne, qu'il fallait faire de la place pour faire rentrer quelqu'un, et des fois faire de la place, ça peut être ça. Donc il y a des risques là-dessus, ça c'est un problème économique direct maintenant. Après, moi je reste convaincu que si l'ensemble des présidents des mutuelles de France sont pour l'euthanasie, à mon avis, il y a quelque chose derrière qui n'est pas que de l'éthique. Voilà. Est-ce qu'une personne veut apporter… À titre personnel, et puisque M. Cornu vient de parler d'éthique, je partage votre avis. Oui, Eliane. Oui, je voudrais rajouter que c'est peut-être pas d'actualité actuellement en France, mais il me semble que dans certains pays, c'est le cas. Je pense notamment au Canada. J'ai participé il n'y a pas longtemps à une conférence où depuis que l'euthanasie a été légalisée, les soins palliatifs ont au contraire moins de moyens. Alors, je crois que le Canada n'est pas vraiment un bon exemple, je vais me permettre, parce que c'est un des pays, justement, c'est le premier pays qui a installé un système médical de soins palliatifs. Et au Canada, les soins palliatifs sont la pierre angulaire, les soins palliatifs sont la pierre angulaire de tous les soins de fin de vie. Et là, j'ai des documents qui sont vraiment récents et de responsables de soins palliatifs, de ministres aussi de la Santé. Et je crois que là, je me permets, il me semble bien que c'est une information fausse. Alors, ce qui peut peut-être exister, Marie-Thérèse, peut-être que le Canada connaît aussi les problèmes de restriction de budget et que s'il y a moins dans les soins palliatifs, il y a moins peut-être partout dans le système de santé, mais je ne pense pas qu'il y ait volonté de réduire ce système et de laisser la place à l'aide active à mourir pour ça. C'est pas du tout dans la politique. Le Canada, la ministre de la Santé au Canada, lorsque la loi est passée, avait dit il s'agissait d'une loi globale qui comprend les soins palliatifs et les différentes, la sédation, si c'est possible, le suicide assisté, l'euthanasie. Mais c'est un ensemble. Il n'y a pas de choses divisées comme on voudrait le croire, quoi. Voilà, excusez-moi. Florence ? Oui, pour continuer sur ce que dit Alexandra, il y a une étude de l'Organisation mondiale de la santé de 2020 qui montre une absence d'évolution des soins palliatifs depuis 10 ans en Belgique, qui est peut-être plus proche aussi de nous que le Canada. Donc, on voit bien que les budgets, en fait, il y a une tendance inverse quand l'euthanasie est passée légalement. Alors,
J'en sais rien encore, je me permets. On a bien dit qu'on ne voulait pas polémiquer, hein, et je ne cherche oui, pas. non, mais c'est par rapport à ce que vous Je ne cherche disiez. pas à polémiquer. C'est difficile d'expliquer un peu l'évolution des chiffres comme ça et de dire, tiens, ça n'évolue plus alors qu'ils ont développé les soins palliatifs bien plus qu'en France, et de dire, ils ne les développent plus parce qu'il y a l'aide active à mourir. Je pense que le lien Non, de causalité… c'est une étude de l'OMS, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui, mais enfin bon. Je pense que là, l'enchaînement est un peu hâtif. Eh bien, pour ne pas… Espagne, les soins palliatifs… Oui, pardon, allez-y. Excusez-moi, Thérèse. Non, allez-y. Oui, pardon. Allez-y, Thérèse. Oui, je disais qu'en Espagne, les soins palliatifs ne sont pas du tout développés. Et c'est ce que disait, je lisais donc en Espagne, donc même un des professeurs de soins palliatifs qui disait, parlant de son pays, votre pays a légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, alors que les soins palliatifs ne sont pas du tout développés. Donc, il trouvait ça un peu étrange. Merci, Thérèse. Afin de ne pas trop déborder, je vous propose que l'on s'arrête ici. Je remercie toutes les personnes qui ont mis des questions ou des interactions sur le chat. Je vous remercie d'avoir joué le jeu du respect des avis et de la parole de tous. Je remercie bien particulièrement tous les intervenants ici présents pour les débats de qualité que nous avons eus, qui n'étaient pas des débats d'ailleurs, qui étaient des discussions, toujours en bonne entente et toujours, toujours porteurs de richesse, d'apprendre des choses les uns des autres. Vous retrouverez au moment où on enverra, enfin sur le site la semaine prochaine, je pense, la carte des ressources que nous avons construite. Alors, carte qui n'est pas exhaustive, mais je vous invite à prendre contact peut-être avec les associations pour avoir le maximum d'informations. Mais vous retrouvez donc sur cette carte les adresses des associations des intervenants ici présents, de nos partenaires et également des liens utiles que nous n'avons peut-être pas parlé aujourd'hui, mais en tout cas qui pourraient vous intéresser, qui peuvent renvoyer aussi vers les fiches pratiques de France Asso Santé. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, merci.